Donc, le 8 mars, voilà, c'est vraiment une tradition, c'est devenu une tradition pour Projet Montréal, en fait, de se réunir et de souligner ensemble la Journée internationale des droits des femmes. Et donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'animer et de partager cette soirée avec vous. C'est vraiment le premier événement du comité femmes que j'anime. Donc, c'est vraiment une bonne occasion, une très belle occasion. Donc voilà, chaque année, c'est un moment de partage et d'échange, en fait, pour mieux se connaître et être solidaires et nous rappeler les enjeux qui nous mobilisent, en fait, au quotidien. Cette année, on a choisi de mettre de l'honneur nos militantes à Projet Montréal. Les militantes, c'est vraiment cette force qui fait avancer le parti. On est dans un milieu traditionnellement masculin qui est la politique. Et on a la chance à Projet Montréal d'avoir des élus ES qui nous représentent. Mais voilà, nos instances, elles sont toutes remplies de femmes qui veulent faire avancer Montréal vers une ville plus inclusive et plus égalitaire. Donc voilà, je vous souhaite officiellement la bienvenue aux engagés, militantisme et féminisme à Projet Montréal. Donc, je vérifie. Zoom, hein. C'est plus facile quand on est en présentiel et qu'on voit les visages parce que c'est quand même plus simple. Donc, pour la rencontre de ce soir, ça va être divisé en fait en deux parties. Donc, une première partie où on va vraiment discuter avec donc nos 4 panélistes pendant environ 30 minutes. Voilà, moi, je vais leur poser des questions et elles vont pouvoir y répondre. Et une deuxième partie où là, en fait, on va vous diviser en 4 salles différentes, donc vraiment aléatoirement, avec chacune des panélistes et vous aurez l'occasion pendant environ 10 minutes de leur poser des questions, d'échanger, de partager des expériences de votre vécu à Projet Montréal. Voilà, j'ai des messages qui pop. Donc, c'est ça. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de garder votre micro éteint pendant la première partie pour ne pas avoir de grésillement. Et pour les caméras, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez la garder ouverte, mais c'est tout à fait compréhensible si vous voulez la fermer. Je vais vérifier. Notre invité spécial devrait se connecter. Je vais commencer par introduire nos 4 panélistes. Donc, tout d'abord, on a Sophie Delaney-Millette ce soir. Donc, merci Sophie pour ta présence, qui est donc organisatrice communautaire en CIUS et est membre de Projet Montréal depuis 2006. Donc, elle a été dans diverses instances du parti, le comité femmes, l'association locale d'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie et le conseil de direction où elle a repris un mandat à l'automne 2020, pour cette année électorale. On a aussi Camille Godbout qui a milité, elle, au sein de plusieurs organisations politiques, syndicales et étudiantes dans les 10 dernières années. Donc, elle a notamment travaillé sur la dernière campagne municipale dans Villeray-Saint-Michel Parc Extension et la parcelle dans Saint-Michel en décembre 2019. Et donc, je vais laisser la parole donc à la mairesse Valérie Plante qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, bonsour tout le monde. Attendez, je ne vous vois pas là. Je vais juste voir. Ah oui, super. Bonjour, bonjour. Bonne journée internationale des droits des femmes. C'est vraiment agréable de vous voir toutes et tous. Je pense qu'on a quelques participants également. Donc, heureuse qu'on soit on va féminiser ce soir, qu'on soit aussi nombreuses pour cette soirée d'échange et de discussion. Et vraiment, je suis heureuse de savoir qu'on a 3 panélistes inspirantes et inspirées. Et je trouve que le thème de cette année est vraiment intéressant. On a plus l'occasion peut-être d'entendre les élus. Celles et ceux, en l'occurrence celles qui ont été élus, mais je pense que c'est important de revenir aussi et de parler des femmes qui s'impliquent en politique, qui s'impliquent dans leur communauté, qui sont militantes, qui sont bénévoles, qui font un travail vraiment important et qu'il ne faut pas minimiser. Vraiment, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Je pense que celles qui vont s'adresser à nous ce soir ont des histoires toutes singulières, toutes particulières, très inspirantes, qui montrent qu'il y a différentes façons de s'impliquer pour changer le monde, rien de moins. Et c'est vrai que je dirais pas une des finalités, mais c'est vrai que devenir élu peut en être une. Mais je tiens vraiment à préciser que pour moi, changer le monde ou du moins changer la ville et la faire avancer, c'est un travail avec des élus, mais c'est aussi tous les gens qui sont autour, qui gravitent autour. Et encore aujourd'hui, si on remarque qu'il y a une différence entre le nombre de femmes élues versus le nombre d'hommes élus,
Je tiens également à mentionner que dans les cabinets politiques, c'est encore très majoritairement masculin. Et je vous dirais que c'est même masculin et d'un certain type. Même au niveau des femmes, en général, il y a beaucoup moins de diversité, beaucoup moins de personnes racisées également, hommes ou femmes. Et donc, ça, c'est important de le dire que c'est un chemin qui est vraiment intéressant également. Nous, quand on a été élus, Marie-Ève, ma chef de cabinet, d'ailleurs, des chefs de cabinet à ce niveau-là, il n'y en a pas beaucoup, ce sont en général des hommes. On s'est fait un point d'honneur de vraiment engager, prendre plus notre temps pour essayer de trouver des femmes qui allaient pouvoir prendre ces rôles qui sont très importants. C'est des rôles clés. Ils conseillent, ils donnent des orientations, ils aident les élus à prendre des décisions politiques. Alors, le personnel politique, c'est vraiment important qu'il soit paritaire, représentatif à tous les niveaux. Et je tiens également à dire que Projet Montréal, depuis plusieurs années, bien, on le voit, les membres, la composition des membres de Projet Montréal ça a beaucoup changé. Moi, je considère qu'il s'est amélioré parce qu'il est plus représentatif de la population montréalaise. Et on doit continuer dans ce sens-là parce que la représentation, ça prend toutes sortes de formes. Alors, il faut pouvoir en être conscient et faire des efforts consistants, délibérés. J'ai envie de vous dire que c'est ce qui a amené également Projet Montréal en 2013 à créer cette cagnotte des femmes, cet outil très, très pratico-pratique où chaque candidat doit bien sûr financer sa campagne ou aller chercher des sommes d'argent. Et dès 2013, on demandait aux candidats masculins de contribuer davantage, de rajouter un peu plus de sous et le mettre dans cette cagnotte. Et j'aime toujours rappeler que la cagnotte des femmes, moi, j'en ai profité en 2013. Il me manquait une somme d'argent malgré tous mes efforts. J'avais de la difficulté à aller chercher, à aller terminer mon financement. Et parce que Projet Montréal a eu la bonne idée de reconnaître les barrières systémiques qui prennent différentes formes, dont, par exemple, pas toujours, mais avoir la barrière des réseaux, des questions financières. Alors, c'est ce qui m'a permis, moi, comme candidate, comme conseillère de ville, de compléter mon financement. Ensuite, ben voilà, je suis devenue chef et ensuite mairesse. Et c'est ce qui a fait qu'en 2017, même si je suis une femme, mais j'ai décidé également de ramasser plus d'argent pour que moi aussi, maintenant que j'ai plus de réseaux, plus de contacts, plus de ressources financières, de redonner. Alors, bien que l'idée à la base était pour encourager les femmes, on doit continuer à travailler sur cette idée qui est de soutenir les autres. Au final, c'est ça. C'est aussi de ramener un certain équilibre et d'être conscient des barrières systémiques qui existent dans la société et qui clairement se reproduisent au sein des structures politiques. Alors, quand je vous dis ça, c'est pour vous dire qu'il y a des façons très pratico-pratiques d'encourager la participation des femmes racisées, d'avoir une approche intersectionnelle également dans toute notre façon de faire, les femmes qui vivent avec un handicap, les femmes qui ont différentes orientations sexuelles ou orientations de genre. Et là, je ne vais pas nommer toutes les barrières, mais définitivement, ce sont des choses qu'il faut prendre en considération. Ce soir, je sais que vous allez échanger sur plein d'éléments. Et ça, j'ai bien hâte de vous entendre. Je vais rester avec vous une partie de la soirée. Mais je tiens en tout cas à vous dire à quel point ça me fait du bien d'être avec vous. Je m'ennuie qu'on puisse se voir, se regarder dans les yeux. Parce que je vous connais pas mal toutes, celles qui sont là ce soir. Mais je sais que ça va revenir. Et puis voilà, on est en année électorale, donc éventuellement, au fur et à mesure où les règles de santé publique vont nous le permettre, on va recommencer à se rassembler et à être ensemble. Mais je veux que vous sachiez que c'est toujours avec autant de fierté que je suis non seulement la mairesse de Montréal, mais la chef de Projet Montréal. Cette année, ça a été une année très particulière avec la COVID, mais je suis fière du travail qui a été fait et surtout d'avoir, dès le départ, eu
d'avoir dit haut et fort la nécessité de ne laisser personne derrière et donc de penser aux personnes les plus soit vulnérables, je pense aux personnes en situation d'itinérance, mais aussi les personnes plus marginalisées. Dès qu'il y a une crise, ben, clairement, ben, c'est elles qui payent le prix fort. Et on le voit également au niveau des chiffres, on ne va pas se le cacher, là, présentement, au point de vue économique, celles qui écopent le plus, ben, ce sont les femmes dans la société. De là, l'importance d'avoir une relance économique verte, mais inclusive. Et inclusive, le mot est important. Cette relance-là doit être faite par et pour les femmes. Alors, encore une fois, de là, l'intérêt de s'entourer de femmes qui nous aident aussi à penser et à amener l'ensemble du groupe plus haut et plus loin. Moi, je pense que c'est ce que ça fait quand on a le plus de diversité autour de la table. Alors, je ne vais pas m'éterniser parce qu'évidemment, j'ai envie de vous laisser la parole, chers membres, chers collègues. Mais sachez que je suis extrêmement fière de notre réseau de femmes. J'ai hâte d'aller en campagne. J'ai hâte de présenter des candidates incroyables comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Hein. On est le parti qui avait le plus de femmes, dont des femmes dans des postes stratégiques, c'est-à-dire dans des mairies, des conseillères de ville. Alors, on va continuer à aller dans ce sens-là pour être toujours plus près pour toujours mieux représenter les Montréalais, Montréalaises. Et puis, ben voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup et votre présence est très appréciée. Donc, je vais repartir donc, sur notre présentation des panélistes. Donc, c'est ça, j'ai présenté Sophie et Camille. On a aussi donc Laurence Parent, donc, qui est chercheure postdoctorale à l'Institut d'études féministes et de genre de l'Université d'Ottawa. Elle se spécialise en études critiques du handicap. Donc, Laurence, elle est membre du sous-comité accessibilité et personnes handicapées de Projet Montréal. Et enfin, on a Jade Roy, donc, qui est originaire de Gatineau et qui est venue s'installer à Montréal pour y faire ses études en économie et politique à l'Université de Montréal. Donc, Jade, elle est impliquée en fait en politique provinciale et municipale, et notamment au sein du comité jeune de Projet Montréal. Et elle est aussi coordonnatrice de l'association locale d'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Et donc, voilà, elle donne de son temps pour faire avancer les causes féministes, environnementales, de diversité et plus encore. Donc, sans plus tarder, je vais lancer une première question à nos 4 panélistes, puis je laisse à celles qui souhaitent prendre la balle pour répondre. Donc, la première question, c'est pour vous présenter un petit peu plus. C'est quel est votre parcours et votre rôle à Projet Montréal? Donc, celle qui veut se lancer, je lui laisse la parole. Ben, je peux commencer, ça ne me dérange pas de briser la glace. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Camille Godbout. Moi, en fait, j'ai commencé à m'impliquer à Projet Montréal un peu sur un coup de chance, là. En fait, moi, je suis originaire de la ville de Québec. C'est là que j'ai vraiment grandi et passé la majorité de ma vie. Puis, dans le fond, à la dernière élection générale, je revenais de l'étranger, là, en fait. Là. Ça faisait 1 an et quelques que j'étais à l'étranger, que j'étudiais là-bas. Puis un peu sur le coup de tête, une de mes amies me dit « Je suivais ça depuis un petit moment, les partis politiques et tout, municipal, mais moi, je viens du milieu étudiant à la base. J'ai été super impliquée dans le mouvement étudiant et à ce moment-là, j'étais encore étudiante. Donc, ça fait quand même quelques années déjà, mais pour moi, c'est ça, je revenais de l'étranger et puis une de mes amies m'a appelée en me disant « J'aurais besoin d'un petit coup de main, peux-tu venir poser des pancartes tel soir, on se rejoint à tel local. » Fraîchement débarquée là, de l'étranger, je me suis dit « Ok, parfait, pas de problème, je vais être là, poser des pancartes, j'ai un permis de conduire, un escabeau, je peux aider. » Puis je m'attendais vraiment, vraiment pas, en fait, à commencer à m'impliquer en politique de cette façon-là et que ça mène où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc, je me suis pointée sur un petit local de la rue Bélanger là, à ce moment-là et on m'a donné une feuille de route et je suis partie avec 2 personnes que je ne connaissais pas pantoute, poser des pancartes durant 4 heures. Puis après ça, je suis retournée, je pense, à chaque jour à ce local électoral-là pendant la campagne. Donc, c'est un peu comme ça que mon histoire d'amour avec la politique municipale a commencé. Et j'ai fait là, la campagne au complet. Je me suis ramassée avec comme des responsabilités que je pensais vraiment pas prendre. Et donc, ça a fait boule de neige pas mal pendant cette campagne-là. Et ça a été une campagne très victorieuse. Et donc, quand on gagne, c'est sûr que c'est le fun puis ça donne le goût de continuer. Et ça m'a donné beaucoup d'énergie justement pour continuer à m'impliquer. J'ai continué mes études, tout ça. J'ai continué à m'impliquer dans différentes organisations à Montréal. Puis ensuite,
ensuite, j'ai aussi fait la campagne, la partielle dans Saint-Michel, qui a déjà 2 ans, en fait, là. Lorsque Franz Benjamin avait quitté son siège, on a fait une campagne avec Nadine Raymond. Puis, je me suis occupée là, justement de la direction de cette campagne-là, tout ce qui est aussi pointage, etc. Des termes qui peuvent paraître ultra techniques, là, mais rassurez-vous, là, des campagnes électorales, il y en a une à chaque 4 ans. Il n'y a personne qui peut être un expert de la campagne électorale de façon générale. Là. On a beaucoup le syndrome de l'imposteur, là, puis ça, je vais en parler plus tard, mais si vous ne comprenez pas des mots, des termes, quoi que ce soit, après ça, on aura l'occasion d'en parler. Mais on est tous un peu des néophytes de l'élection. Ça ne se passe jamais comme on pensait que ça allait se passer. Puis il y a tout le temps des choses inattendues qui arrivent. Donc, inquiétez-vous pas là, si vous comprenez comme pas tout du premier coup. Moi non plus encore, je ne comprends pas toutes les choses qui se passent dans une campagne. Et donc, c'est ça. Je me suis occupée de la campagne dans Saint-Michel avec Nadine, une campagne qu'on n'a pas gagnée, mais qui a été un excellent terrain d'apprentissage quand même pour mieux comprendre justement comment est-ce qu'on peut organiser une campagne électorale dans un district en fait avec lequel on n'était pas très familier non plus. C'est pas Saint-Michel, c'est pas l'endroit où est-ce que on se le cachera pas, il y avait le plus grand nombre d'efforts qui avaient été mis nécessairement dans les dernières années, mais on a travaillé hyper fort pendant cette campagne-là. Et c'est une campagne, comme je le disais, dans laquelle j'ai beaucoup appris. Ensuite de ça, j'ai travaillé pas mal dans les organisations là, syndicales et je continue justement à m'impliquer. Puis j'ai déjà hâte de faire la prochaine campagne. Là. Donc, c'est comme ça pour mon parcours. J'ai un rôle qui est très large. Je vais rentrer plus en détail peut-être plus tard. On aura l'occasion de s'en parler là, dans les breakout rooms, là, comme on dit. Je peux suivre Camille. C'est intéressant parce que mon début d'implication à Projet Montréal commence un peu comme celui de Camille, sur un coup de tête. En fait, moi, je suis membre de Projet Montréal depuis 2006 et j'avais milité dans des partis au niveau provincial, au niveau fédéral. Puis j'avais quitté ces aventures-là dans plusieurs partis, un peu amères. À l'époque, à l'âge que j'avais, automatiquement, on était détourné vers les ailes jeunesse, puis c'est des instances qui sont extrêmement téléguidées. C'est des endroits où je ne dis pas qu'il n'y a pas du travail intéressant qui se fait, mais où le pouvoir que tu as quand tu es une militante, surtout dans une aile jeunesse, est assez limité. Fait que j'avais envie d'un endroit, en fait, où la voix des membres serait vraiment bien entendue. Puis avec des amis, on a vu ce nouveau parti-là qui venait de se créer, puis qui avait justement cet esprit-là comme valeur fondamentale dans son ADN, d'être fondamentalement un parti démocratique. On est quelques-uns à être restés depuis, incluant des gens qui sont maintenant des élus de Projet Montréal. Fait que l'histoire d'amour est pas finie. Puis parce que chaque endroit d'implication est un endroit où il y a possibilité de faire une différence puis de laisser sa marque, je pense que ça fait que les gens ont envie de rester longtemps. Et ça fait que c'est très stimulant comme investissement. Moi, dans mon parcours, j'ai fait des événements très ponctuels. J'ai fait des événements de militants à plus grande échelle. J'étais sur des instances très locales, sur des instances, je vais dire centrales, mais c'est pas comme ça que ça s'appelle pour vrai, là. J'étais sur le conseil de direction plus d'une fois avant d'y revenir à l'automne dernier. Puis, c'est ça. Fait que mon parcours, ça a été de se promener vraiment à peu près à tous les niveaux. Et depuis quelques temps, même dans un nouveau quartier, qui est le quartier de Verdun. Donc, voilà, c'est un peu ça mon parcours à Projet Montréal. Bonjour, je peux poursuivre si ça va, Jade. Bonsoir à tout le monde. Très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Moi, mon parcours, en fait, j'ai été très inspirée par la campagne électorale en 2017 et par la belle victoire de Mme Plante et de Projet Montréal. Et lorsqu'il était vraiment clair que la diversité et la mobilité allaient être à l'avant-plan, ben moi, c'est sûr que je me suis sentie très interpellée parce que j'étais engagée dans le milieu communautaire depuis plusieurs années au niveau de l'accessibilité, de la défense des droits des personnes handicapées, et aussi dans la recherche au niveau de la diversité et la mobilité.
Donc, c'est ça. À la fin de l'automne 2017, c'est comme si tous les astres s'étaient alignés pour moi. Et quelques mois plus tard, j'ai reçu un courriel, je crois, du comité diversité et qui parlait de sous-comité personnes handicapées et accessibilité. Et je me suis jointe à ce comité-là, dans le fond, qui avait été mis sur pied par des personnes handicapées et des alliés au début de l'hiver 2018. Puis c'est là qu'on a commencé à se rassembler, à faire des réunions. Et dans le fond, c'est à travers ce sous-comité-là que je suis impliquée depuis ce temps-là. C'est vraiment un sous-comité très actif. Accessibilité, personnes handicapées. Le mandat, c'est d'avancer les enjeux qui sont liés au capacitisme, c'est la discrimination fondée sur le handicap et l'accessibilité universelle dans les politiques du parti et le programme du parti. Donc, c'est vraiment deux volets principaux où on travaille avec les gens du parti, on veut contribuer, dans le fond, aux politiques du parti, au programme, et également d'aider le parti à être plus accessible dans les réunions, dans la façon dont on s'organise, parce que la politique, traditionnellement, ce n'est pas un milieu qui est très accessible, notamment aux personnes handicapées. Vous pouvez vous imaginer, pour les femmes handicapées, encore plus. Donc, l'organisation traditionnelle, il y a beaucoup, beaucoup d'obstacles. C'est ce qu'on tente de faire. Puis aujourd'hui, quand je réfléchissais à mon rôle au sein du parti, je pense qu'une de mes plus grandes contributions, en fait, ça a été d'inviter des amis à se joindre au parti, puis notamment la nouvelle vice-présidente organisation, Marie-Ève Veilleux, qui est sur le comité de direction, mais c'est une amie à moi que j'ai invitée, une femme handicapée. Donc, je pense que c'est important, quand on est dans des instances, d'ouvrir les portes à d'autres personnes qui, à la base, se sentent peut-être pas bienvenues. Donc, en fait, une contribution, je me disais que c'était peut-être ma plus grande contribution jusqu'à présent au parti, en fait, d'élargir puis de faire en sorte que d'autres personnes se sentent bienvenues. Il ne reste que moi, donc je vais y aller. D'abord, mon Internet n'est pas très bon, donc si ça bug pendant que je parle, vous pouvez faire semblant que je fais du beatbox. Ça va m'aider. Donc, moi, mon parcours, il est vraiment pas aussi long que les trois autres parce que, comme je suis déménagée seulement en 2019 ou 2018, mais je m'implique depuis peu. Ça fait même pas 2 ans que je suis avec Projet Montréal. Ça a commencé avec Valérie, qui est aussi dans le comité jeunes, qui m'a dit « Hey Jade, il y avait un kiosque à l'UDM, on devrait peut-être aller voir c'est quoi. » Donc, on est allé à une rencontre, puis après quelques événements, le président du comité, il a dû quitter parce qu'avec la FECUM, il fallait qu'il soit neutre. Donc, moi puis Valérie, on est devenus coprésidentes de ce comité-là. Puis, par la suite, on s'est impliqués davantage dans le comité jeune. Donc, moi puis Valérie, encore, main dans la main, on a assuré les communications qu'on fait encore aujourd'hui. D'ailleurs, tous les visuels du comité jeune, c'est elle qui les fait, c'est les plus beaux. Puis, par la suite, avec le comité jeune, je trouvais que j'étais un peu loin de mon arrondissement, donc je voulais m'impliquer plus dans mon quartier. Donc, j'ai écrit à Émilie Thuillier, puis le coordonnateur de l'association, puis j'ai dit « Je veux m'impliquer, n'importe quoi, comment je pourrais faire? » Puis le coordonnateur me dit « Ah, tu peux venir juste assister ou une proposition plus hardcore, tu peux devenir co-coordonnatrice. » Puis là, j'ai dit « OK, pourquoi pas? » Donc, je le suis devenue. Il y a eu un enfant. Il est parti, donc à ce jour, je suis coordonnatrice toute seule de ce beau koala. Merci tout le monde. Donc ça, c'est mon parcours en ce moment. Puis, ouais, ce serait ça. Bon, merci. En vous écoutant tous, je me dis que ce serait vraiment cool de faire un recueil de comment je suis arrivée à Projet Montréal. Moi, c'est un peu comme Camille. J'ai l'impression d'être rentrée dans un local il y a 2 ans, puis j'en suis jamais ressortie. Puis maintenant, je suis représentante des femmes. C'est l'évolution, elle est genre... Ouh. Donc, j'aurais une deuxième question pour vous. Ça serait, voilà, pourquoi en fait vous avez choisi, vous y avez un petit peu répondu, mais on va creuser un peu plus. Pourquoi vous avez choisi de vous impliquer spécifiquement à Projet Montréal? C'est quelle valeur voilà, on va aller un petit peu plus loin que dans la première. Donc, comme tantôt, la première qui veut se lancer, je lui laisse aller. J'aimerais parler. Donc, moi, c'est Karina. Excusez-moi, madame, on ne va pas prendre de questions pour cette partie. Vous n'êtes peut-être pas arrivée. On en aura après un temps de questions, d'accord? Oh, je ne poserai pas de questions. Je voulais juste dire pourquoi je suis engagée au projet Montréal. Oh, c'est juste pour les panélistes, mais après, il y aura un petit temps, un petit groupe pour que vous puissiez échanger et discuter de tout ça. C'est juste que maintenant, la parole est pour nos panélistes. Je suis désolée, c'était peut-être pas assez clair au début. Mais vous aurez tout le temps de parler dans la deuxième partie.
Donc, l'une de nos 4 panélistes, je vous laisse celle qui veut se lancer. Ben, on peut reprendre le même ordre. Là, moi, ça ne me dérange pas, ça va peut-être simplifier les choses. Dans le fond, moi, c'était un peu une combinaison de choses, je dirais. Il y a les idées, oui, mais surtout les gens, en fait. Parce que je crois foncièrement aux idées, au programme et tout. Je pense que comme c'est le meilleur véhicule possible pour faire avancer la ville. Mais c'est surtout en côtoyant des gens, des humains qui m'ont fait croire justement à ce véhicule-là politique encore plus que j'ai décidé de me lancer là-dedans parce que la politique, oui, c'est des principes et tout, mais c'est d'abord avant tout des humains qui se battent pour d'autres humains. Puis moi, quand je suis rentrée dans ce local-là, comme je disais, s'il n'y avait pas eu du monde avec qui j'avais parlé, avec qui j'avais développé des liens, puis en qui j'ai développé une confiance aussi, on ne s'implique pas dans une campagne, on ne met pas autant de soi, de bénévolat et d'heures qu'on ne compte plus si on ne croit pas foncièrement que ce monde-là peut changer la ville, peuvent aussi faire en sorte qu'on laisse personne derrière puis qu'on fasse que Montréal soit la meilleure version possible d'elle-même. C'est très prenant, la politique, une campagne électorale se l'est encore plus, tout est comme décuplé. Là. Les émotions sont décuplées, les journées sont décuplées, les heures de travail, c'est très, très, très intense. Donc, il faut y avoir du monde en qui on croit, puis avoir un objectif justement de gagner et de les amener là parce qu'on sait que ces gens-là vont faire en sorte que Montréal ou nos arrondissements soient les meilleures versions d'elles-mêmes puis qu'on laisse, comme je disais, personne derrière. Fait que pour moi, c'est un mélange des idées, bien sûr, en lesquelles je crois foncièrement, mais les idées n'étaient pas assez pour me faire dépenser autant d'énergie. Ce fut les élus, ce fut l'équipe avec qui je travaillais qui m'ont donné le goût de m'impliquer et qui font en sorte que je m'implique toujours aujourd'hui. Merci Camille. Moi, de mon côté, je me suis posé la question pourquoi me réimpliquer cette fois-ci. En fait, j'ai décidé de me représenter au comité de direction, vraiment en ayant aussi la perspective électorale en tête. En fait, j'avais 2 grandes raisons. La première, c'est protéger l'acquis de la parité de la dernière élection. Parce que c'est pas parce que c'est arrivé une fois que maintenant c'est entré dans les mœurs et qu'il ne faut pas protéger cet acquis-là. Et ensuite, honorer la promesse de la diversité, qui est la prochaine grande promesse de Projet Montréal. Alors, c'est vraiment avec ces deux grandes motivations-là en tête là, que j'ai décidé de me représenter. Je vais un peu dans la même veine que Sophie. Je l'ai mentionné aussi tantôt, la diversité. J'ai trop vu souvent des moments où on parlait de diversité, mais on n'incluait pas les personnes handicapées. Donc, je sentais que c'est ça, il y avait un beau bateau qui passait, puis j'ai eu envie de sauter dedans. Puis également, la qualité des personnes que j'ai rencontrées, ou le sous-comité, il y avait déjà beaucoup de travail qui avait été fait au moment même où je suis arrivée, juste 2 mois après sa création, je crois. Donc ça, c'est intéressant quand on rencontre des personnes avec qui on a des connexions intellectuelles, avec qui c'est agréable de travailler. C'est vraiment une source de motivation. Donc, la représentation des femmes en politique, des femmes handicapées en politique, il y a énormément de travail qui se fait au niveau communautaire, mais beaucoup moins sur la sphère politique. C'est ça, les femmes handicapées sont très, très peu représentées. Puis je me suis dit, il faut vraiment saisir cette opportunité-là. Et également, au niveau, à Projet Montréal, on parle beaucoup de lutte au changement climatique, de mobilité active. Puis malheureusement, je constatais qu'on mettait souvent en opposition ces choses-là avec les besoins des personnes handicapées. Comme si on fait de la place au vélo, bien, on va nuire aux personnes à mobilité réduite, où il y a beaucoup de tensions à ce niveau-là. Je trouve que les personnes handicapées, parfois, sont utilisées contre des discours de lutte au changement climatique et de meilleure mobilité. Puis j'avais envie de m'impliquer à ce niveau-là parce que les personnes les plus marginalisées de la société, dont les personnes handicapées, sont les premières à subir les impacts des changements climatiques. Puis ça, je trouve qu'il y a beaucoup de contradictions. Donc vraiment, dans le fond, un désir pour moi d'apporter mes préoccupations que j'avais au niveau communautaire, au niveau de la recherche, au niveau politique, puis que ça s'alignait très bien avec les valeurs du parti.
les autres l'ont déjà dit, mais moi aussi, c'est pour les valeurs, surtout l'environnement, le féminisme, la diversité. Mais une autre raison aussi pour laquelle je me suis impliquée, c'est pour apprendre. Parce que quand j'ai commencé, j'avais 19 ans, puis j'apprenais la politique dans mes cours, mais on apprenait les grands théoriciens derrière les relations internationales. Mais moi, j'avais envie d'apprendre comment la société fonctionne, comment la ville fonctionne. Puis à travers mes implications, j'ai jamais autant appris rapidement. Donc, je dirais que c'est ma raison principale pour laquelle je m'implique. Merci, oui, je pense qu'on regroupe tous vraiment des beaux enjeux de justice environnementale, d'humain, d'accessibilité, d'universalité. Oh, c'est un mot trop compliqué à dire pour un lundi soir, visiblement, donc je ne vais pas le terminer, je me connais. Mais j'aurais une dernière question pour vous, donc, avant qu'on se divise en petits groupes. Donc là, ça serait, donc, non pas des moindres, mais comment vous portez en fait les enjeux féministes dans vos rôles respectifs? Chacune, voilà, comment vous les portez, ces enjeux? Donc, Camille, à toi la parole. Bon, c'est une grosse question. Je vais essayer de répondre de façon assez succincte, disons. À la base, je pense qu'il faut se rappeler que dans une campagne électorale, puis de la perspective de quelqu'un qui a travaillé sur des campagnes, il faut se rappeler que tout est politique. Tout est politique, du choix du local, comme Laurence le mentionnait, de l'accessibilité du local, des heures d'ouverture du local, des choses qui peuvent sembler très banales et organisationnelles, mais qui sont vraiment la clé de la réussite d'une bonne campagne. C'est aussi ce qui va faire en sorte que les gens vont vouloir s'impliquer, vont venir au local, vont revenir au local, vont pouvoir le faire, vont être à l'aise de le faire. Donc, dans le moindre petit détail organisationnel, il faut aussi qu'on y applique des principes politiques en lesquels on croit. Puis ça, c'est dès le début, le choix du local, ça peut penser comme quelque chose d'assez banal, mais il y a une décision derrière ça qui va être politique, puis qui peut avoir des impacts aussi sur comment est-ce que la campagne va se dérouler. Est-ce qu'après ça, on fournit un service de garde au local pour permettre aux mères plus de s'impliquer, aux enfants aussi de faire partie de la campagne? Comment est-ce qu'on s'assure d'avoir une campagne puis des installations qui vont permettre au plus grand nombre de personnes possible de s'impliquer? C'est toutes des questions qu'il faut se poser lorsqu'on organise une campagne, lorsqu'on est sur un comité électoral, puis quand on prépare une campagne. Il y a une chose aussi que je pense qu'il faut, comme on dit en bon français, embrasser en fait. C'est aussi le care qui est souvent quelque chose qui peut avoir une certaine connotation négative, mais qui peut être très utile dans une campagne électorale. Le fait de prendre soin les uns des autres, comme j'ai dit, c'est des moments qui peuvent être assez difficiles puis intenses. Puis c'est des qualités qu'on a en tant que femmes qui nous ont été très inculquées de façon sociale, mais qui sont aussi vraiment à notre avantage dans une campagne. Le fait de prendre soin les uns des autres puis de faire en sorte que les gens soient à l'aise et dans un environnement dans lequel on va être bien de s'impliquer, ben, ça va justement venir jeter des bases dans lesquelles je pense qu'ils vont être une bonne organisation politique après ça par la suite. Il faut se rappeler aussi, là, puis ça, c'est dans les principes aussi de base que j'ai mentionné au début, que personne n'en a fait 10 000 des campagnes électorales. Donc, les syndromes de l'imposteur qu'on peut avoir de « non, mais j'ai jamais fait ça » ou « mon Dieu, je suis pas bonne là-dedans », mais on commence tous et toutes par quelque part. Puis, il y a des choses qui peuvent paraître ultra intimidantes au début, mais qui vont l'être pas mal des fois toujours, là, faire des appels, puis appeler du monde, ça peut paraître vraiment intimidant, mais on passe tous et toutes par là, puis il faut apprendre à quelque part, puis commencer quelque part, comme Jade le mentionnait. Le travail de terrain, c'est vraiment la meilleure école, puis ça peut être super intimidant là, d'aller faire du porte-à-porte dans des quartiers qu'on ne connaît pas du tout, chez du monde qu'on ne connaît pas, puis d'aller juste cogner à la porte comme ça. Mais le plus qu'on en fait, le meilleur qu'on va devenir. Puis c'est ça, il faut se rappeler aussi que n'importe quel petit geste qu'on fait dans une campagne va permettre aux gens, après ça, de se faire élire, puis que chaque petit geste compte, puis qu'il n'y a rien qu'on fait qui est... Il ne faut pas minimiser les actions qu'on pose non plus. Puis croire aussi, justement, en soi, puis au fait
on en fait assez des fois, parce qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire dans une campagne, là. Il y a souvent des dizaines de milliers de personnes à appeler. Ben, le petit 20 personnes que tu fais parce que c'est ça le temps que tu as cette journée-là, ben, 20 personnes, puis 20 personnes, puis 20 personnes, ben, ça s'accumule, puis au final, ça donne des résultats qui peuvent faire la différence au final. Donc, minimisez pas l'apport que vous pouvez avoir. Cet apport-là, qu'il soit justement en termes physique, quantitatif, financier ou quoi que ce soit. Chaque petit geste compte. Puis ça, c'est vraiment important de se le rappeler. Si votre force, c'est de faire des biscuits pour tout le monde, puis vous amenez des biscuits à chaque semaine au local, ben ça peut vraiment comme faire plaisir aux gens, puis rajouter un sourire d'en face du monde, puis c'est correct que ça soit ça votre contribution. Minimisez pas chaque petit geste parce qu'ils comptent tous et toutes, puis quand on additionne la force de tout le monde ensemble, c'est ça qui fait qu'on a des campagnes qui sont agréables, puis des campagnes victorieuses aussi au final. C'est ça. Bien, évidemment, plus un à tout ce que Camille vient de dire. Là, je suis d'accord avec tout ce que tu as présenté ce soir. J'ajouterais, moi, personnellement, qu'il y a vraiment deux enjeux que j'ai envie de porter dans la prochaine campagne. Le premier, en fait, c'est un transfert de chapeau de ma vie d'organisatrice communautaire à ma vie de militante à Projet Montréal. C'est vraiment la lutte à la pauvreté. La ville et les arrondissements sont des acteurs fondamentaux dans la lutte à la pauvreté. Et ça commence à faire un moment aussi que je suis organisatrice communautaire, puis je vois vraiment la transformation dans les milieux depuis l'arrivée d'élus de Projet Montréal. L'annonce du 2020, c'est une révolution dans le domaine du logement social. Et ça, c'est un train, on ne peut pas revenir en arrière. Il ne faut pas qu'on revienne en arrière. Si on veut que Montréal se rende au 21e, puis au 22e, puis au 23e siècle, c'est le chemin à prendre. Fait que pour moi, c'est super important de contribuer à ça. L'autre enjeu féministe que j'ai envie de porter, c'est vraiment de réfléchir à transformer la place des femmes dans l'espace public. Puis ça, j'ai toujours pas de réponse sur le comment faire ça, mais je suis horrifiée en regardant les commentaires sur les pages Facebook des élus ou sur les comptes Instagram. Les femmes qui choisissent de faire une carrière publique, particulièrement les femmes qui choisissent une carrière politique, se font ramasser d'une manière extrêmement différente, d'une manière beaucoup plus agressive, beaucoup plus dénigrante. Et moi, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, en fait. J'ai un sentiment qu'on a le devoir de résister à ça, puis de protéger, en fait, les personnes qui sont nos têtes d'affiche publiques. Ça ne veut pas dire de ne pas les critiquer. Si vous êtes en désaccord, vous êtes en désaccord, mais il y a une façon de dire les choses qui est vraiment très, très, très différente quand on s'adresse à des femmes et qui est encore plus dure quand on s'adresse à des femmes racisées. Donc, moi, c'est vraiment un enjeu qui m'interpelle énormément. Tu sais, juste, là, on est sous une avalanche de conférences de presse de tous les paliers de gouvernement. Tu sais, juste pour noter là, une différence dans le ton, le premier ministre du Québec, dans ses premières conférences, vous voyez tous ses homologues de tous les paliers, sauf Mme Plante. Alors, est-ce que dans la vie, il se tutoie personnellement? C'est très correct, mais je vois le nom de la tête. Ça révèle quelque chose sur la perception que le premier ministre avait de la mairesse de la métropole québécoise, qui est un problème, à mon avis. Alors, ce n'est pas un commentaire ni agressif, ce n'est pas une menace de mort ou quoi que ce soit, mais c'est révélateur. Fait que ça, c'est vraiment, j'arrête là après parce que je peux en parler pendant longtemps, mais c'est vraiment quelque chose que je pense qu'on doit adresser pour faire de la politique et faire des communications autrement. Moi, je pense que c'est dans la politisation des enjeux d'accessibilité. On a vraiment une tendance à ne pas saisir les dynamiques politiques, culturelles, sociales autour de ces enjeux-là, puis d'amener la lunette féministe à ces enjeux-là permet vraiment, dans le fond, d'aller dans leur profondeur. Tu sais, je vous donne un exemple. Si on parle au niveau de la pauvreté, il y a des inégalités
entre les femmes handicapées et les hommes handicapés. Donc, si on n'en parle pas, on manque vraiment plein de choses, puis c'est extrêmement important de le souligner. Au niveau du transport en commun, c'est les femmes handicapées qui vont utiliser davantage le transport en commun que les hommes handicapés, au même titre que les femmes sans handicap versus les hommes sans handicap. Donc, c'est comme, encore une fois, des angles morts qu'on ne couvre pas. Puis pour moi, c'est important de les regarder, d'amener les enjeux féministes aux intersections, hein, avec une analyse intersectionnelle. Ça donne tellement plus de richesse. Donc, c'est une façon, puis ça, constamment, c'est quelque chose qui tend à être très effacé. Puis sinon, je pense que juste de par ma présence, je viens un peu challenger plein de normes où, on le sait, à la base, une femme dans l'arène politique, dans les implications, ça cause encore, vous venez de le mentionner, mais au niveau du handicap, encore plus, parce qu'une femme handicapée, en théorie, devrait être reconnaissante, ne devrait pas vraiment déranger, a besoin de protection, est plus vulnérable. Et là, en s'impliquant au niveau de la politique, on vient bousculer certaines choses, puis je pense que c'est vraiment important de le faire pour démontrer que justement, ce qui nous rend vulnérables, c'est pas le handicap ou le fait d'être femme, c'est vraiment la façon dont, par exemple, nos villes sont organisées. Tu sais. Le désavantage de passer en dernier, c'est que vous avez tellement dit les bonnes choses, mais même si à Projet Montréal, on aime ça le recyclage, je vais essayer de ne pas redire ce que vous avez dit. Donc, comment j'apporte les enjeux féministes dans mon rôle de coordonnatrice, c'est, je dirais, de légitimer le leadership dit féminin. Parce que quand c'est un homme qui coordonne, il va être plus sévère. Avec le temps, ça va être plus coordonné. Mais moi, quand je coordonne, là, c'est vraiment collaboratif. Je dis quelles idées vous voulez apporter aujourd'hui. Quand les gens ne parlent pas, surtout les femmes, je vais dire est-ce que toi, tu avais quelque chose à apporter aujourd'hui. Puis ça va être un leadership différent comme coordination de rencontre. Puis le fait de légitimer ce genre de gestion d'une rencontre, je crois que c'est un enjeu féministe en soi. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Je pense qu'on a tout apprécié. C'était vraiment très enrichissant. Moi, je suis très émue de voir la diversité de profils. Puis ça donne envie d'un peu faire des interviews avec toutes les membres de Projet Montréal pour savoir leur parcours. Mais bon, on n'a clairement pas le temps. Mais on s'entend que ce n'est pas la priorité cette année, mais c'est correct. Avant de vous diviser en groupes, je vais redonner la parole donc à la mairesse. Et ensuite, on va passer à la deuxième partie de la soirée. Oui, écoutez, juste brièvement, tellement de choses intéressantes qui ont été dites. J'aimerais définitivement faire écho au fait que, oui, il y a de la place à Projet Montréal pour amener des voix qu'on entend moins. J'aime beaucoup, Laurence, ce que tu mentionnais, comme quoi on pense, par exemple, on entend moins les femmes. Après ça, est-ce qu'on entend les femmes qui vivent avec un handicap? Non. Et puis, ce que tu disais est tout à fait pertinent. Et on pourrait en nommer plusieurs voix comme ça qui ne sont pas assez entendues. Donc, moi, je souhaite vraiment, je compte sur vous pour les amener, ces voix-là. Je reprends l'exemple de Laurence qui dit, moi, j'ai emmené mes amis et je dois vous dire que c'est très, très efficace parce que les enjeux d'accessibilité universelle ont été très, très présents dans toutes les consultations sur le programme. Ça paraît et bravo parce qu'il faut se mobiliser, il faut créer de l'intérêt autour de ces enjeux-là pour nous amener plus loin. Puis c'est ça qu'il faut. Un parti ne cesse d'évoluer. Il faut continuer à le faire avancer. Alors, bravo. Et le fait qu'on soit toujours plus nombreuses, j'ai envie de dire à Sophie que c'est ce qui aide aussi à identifier les doubles standards. Moi, j'ai la chance d'avoir un parti où je sais que vous êtes derrière moi, puis je veux juste que vous le sachiez parce que j'ai envie des doubles standards de façon, mon Dieu, quotidienne, malgré mon statut de mairesse, entre autres avec l'exemple que tu as nommé, Sophie, mais je me sens soutenue par vous. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut plancher puis mettre de l'énergie, c'est le réseautage. Parce que souvent, ce qui fait que les femmes, on va avoir moins d'opportunités ou on se sent moins solide ou peut-être le syndrome de l'imposteur, c'est ça aide quand on a un réseau, à même un groupe, des femmes qui sont là pour nous, des femmes et des hommes, hein, ça peut être mixte, mais peu importe, il faut s'entourer de gens et foncer. Et je veux juste vous dire ce que
Mes enfants m'attendent pour souper, ils sont très gentils. Mais je veux que vous sachiez que je compte sur vous. Je compte sur vous pour nous faire avancer, comme je disais, via le programme. Après ça, on va mobiliser. Puis après ça, on va aller dans cette campagne-là. Et puis, j'aime penser que les électeurs vont avoir des choix à se poser sur une plateforme. Et je considère que Projet Moral sera la plus verte, la plus sociale au niveau, entre autres, de l'habitation et du développement social au sens large, au niveau de l'environnement également, pas de l'environnement, mais du transport. Mais je pense aussi que la question de qui on veut-tu un maire, un autre maire, ou est-ce qu'on veut une mairesse, va se poser et je pense que nous allons faire honneur à toutes les Montréalaises en allant de l'avant pour une mairesse une deuxième fois. Alors, mais qui sait, peut-être qu'il y aura d'autres candidates, ce qui serait d'ailleurs, ça aussi, d'ailleurs, juste mon petit moment, tu allais applaudir Raphaël, mais je n'ai pas fini. Mais c'est que ce qui me choque en ce moment, c'est de remarquer à quel point il y a beaucoup de candidats masculins qui sont sur le point de, mais il n'y a aucune autre femme. Et je ne vous parle même pas de personnes racisées, on oublie ça. Donc, c'est quand même un des défis, là, quand je vous disais que je veux gagner, c'est parce qu'on dit souvent qu'il y a une malédiction pour les femmes. Elles se font élire une fois, mais elles ne se font pas réélire parce que les attentes sont souvent démesurées. On s'attend presque à une perfection où la critique, elle est acerbe. Je ne suis pas en train de dire que je suis parfaite, mais moi, je veux la briser, cette malédiction-là. C'est hors de question. Je vais aller me battre et je sais que vous serez avec moi. Puis d'autres femmes motivées, motivantes, inspirantes, on va en trouver plein. On va se faire une troupe de femmes motivées pour les prochaines élections. Puis merci d'être là. Merci d'avoir partagé ce moment-là. Merci beaucoup pour votre présence, c'est vrai que c'est vraiment apprécié.